Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Nous y voilà encore une fois sur notre plateau pour des débats, pour des discussions, pour des analyses, pour des révélations, mais surtout pour casser les tabous autour de l'actualité algérienne. Malheureusement, dans notre pays, la liberté d'expression n'a jamais été aussi en recul. Et c'est pour ça que nous tenons à être là avec vous. À chaque fois, on essaie d'avoir avec nous des invités qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui ont la lucidité et le courage de poser un regard critique sur la situation de notre pays. Cette fois-ci, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir une personne qui commence à être connue, il faut dire la vérité, qui commence à être connue, notamment sur les réseaux sociaux, grâce à ses articles sur l'Algérie. J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir avec nous notre consoeur, Rachel Binas, journaliste à Marianne. Rachel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est la moindre des choses. Donc voilà, on a voulu inviter Rachel parce que les relations franco-algériennes sont devenues un feuilleton tragique. Ça dure depuis la fin juillet 2024. Et aujourd'hui, les événements se sont accélérés au point où on se pose la question suivante. Est-ce que le divorce entre les deux pays est inévitable? Est-ce qu'on ne va pas se diriger dans les jours à venir vers la rupture? Alors au départ, la crise, elle concernait une question du Maroc et du Sahara occidental. Ensuite, on n'a pas cessé de migrer, entre guillemets, d'un épisode à un autre, jusqu'à parler d'opérations menées sur le sol français pour éliminer certains opposants algériens. Je pense que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont lu le dossier de Marianne, qui a été publié le 30 mars dernier, intitulé « Espionnage, enlèvement, menace, l'ombre de l'Algérie derrière des opérations secrètes en France ». Alors, malheureusement, les articles de Marianne sont souvent en abonné. Les Algériens en Algérie n'ont pas tous les moyens de payer un abonnement. C'est pour ça qu'on vous a invité. Est-ce que c'est du fantasme? Parce que le régime algérien, en Algérie, à travers les médias proches des autorités algériennes et toutes les sources proches des autorités algériennes à qui nous avons adressé la parole et qui malheureusement n'acceptent pas de venir sur notre plateau pour débattre, que ça, c'est malheureux, on le déplore, mais elles nous disent tous, non, c'est pas vrai, ce sont des manipulations médiatiques, c'est des rumeurs, il n'y a aucune preuve, nous n'avons jamais, les autorités algériennes ne sont pas responsables d'aucune opération sur le sol français. Alors pour faire votre dossier, est-ce qu'il y a des éléments concrets, des preuves ou tangibles qui impliquent les autorités algériennes dans des barbouzeries sur le sol français? Il y a bien sûr des éléments tangibles. On a fait un travail journalistique et il ne repose pas simplement sur des éléments politiques qui pourraient être le fruit, comme on l'a entendu, d'un ministre de l'Intérieur virulent à l'égard des Algériens. Loin de là, c'est des affaires de justice. Et il se trouve qu'en France, le système judiciaire, la justice est indépendante. Si elle a enquêté, c'est en toute impartialité et on a eu accès à des dossiers juridiques, des dossiers judiciaires qui sont extrêmement forts. Mais il y a quelque part, il n'y a rien de nouveau. Vous vous souvenez de celui qu'on appelait le James Bond algérien qui sévissait aussi en France à une époque. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est ancien, mais qui, ces derniers mois, voire ces dernières années, s'est accéléré. Parce que le régime algérien, le régime actuel, tend à être plus dur, plus ferme, plus violent à l'égard de toute forme d'opposition. Et il n'agit pas simplement sur son propre sol, à l'intérieur de ses frontières, mais aussi sur le sol français. Alors, quand on parle d'éléments tangibles, Rachel, est-ce qu'on peut voir un exemple d'une affaire sur laquelle vous avez travaillé, ou d'un opposant algérien, ou d'un mouvement dissident, etc., qui ont été réellement ciblés par des actions, parce qu'on parle d'enlèvement, d'espionnage, de menaces. Un exemple concret pour illustrer aux Algériens et aux Algériens qui vous écoutent que c'est un exemple concret. L'une des dernières affaires, par exemple, c'est l'affaire qu'on a appelée en France l'espion de Bercy. C'est une affaire en fait un petit peu plus complexe que ça et on le révèle plus en détail dans Marianne. Il se trouve qu'il semblerait, parce qu'on a la présomption d'innocence en France, mais en tout cas dans le collimateur de la justice, et c'est le fruit d'une enquête de plusieurs mois, pour ne pas dire de plusieurs années, à la fois des renseignements secrets français et de la justice, eh bien un informaticien, un fonctionnaire du ministère de Bercy, le ministère de l'économie, qui était passé avant par l'OFII. L'OFII, il faut savoir que c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est elle qui gère les demandes d'asile, de statut, l'enregistrement des demandeurs d'asile. Et cet homme-là, avant d'être à Bercy, il était à l'OFII. Et en tant qu'informaticien à l'OFII, il a pu avoir accès aux fiches des demandeurs d'asile
et notamment des opposants au régime algérien venus en France pour bénéficier d'une protection. Ensuite, il a migré donc vers Bercy et il s'est rapproché pour apparemment tenter, pour avoir toujours ces coordonnées, ces adresses-là, il s'est rapproché d'une autre agent de l'OFI, qui lui aurait transmis les dossiers de une trentaine, selon nos informations, d'opposants algériens qui ont fait une demande d'asile en France. Et donc, c'est un accès à toutes les coordonnées. Les coordonnées, c'est l'adresse, ça peut être le numéro de téléphone, le nom et le prénom. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. En tout cas, la France prend le dossier très au sérieux. Donc, les deux personnes sont placées sous contrôle judiciaire. L'informaticien et cette femme de l'OFI, avec laquelle il aurait entretenu une relation intime, selon, voilà. Si j'ai bien compris. Elle dément, mais tout porte à croire qu'il y avait un lien d'amour, ou en tout cas une affection particulière. Depuis, elle a quitté, je tiens à le préciser, selon mes informations, elle a quitté son poste. Elle a quitté son poste à l'OFI. Mais en effet, l'enquête continue. Et justement, ce fonctionnaire franco-algérien, il aurait réellement transmis des informations au service secret algérien? Via un consulat. Via un consulat qui se trouve, un consul d'Algérie en France, exactement, à Créteil, qui apparemment se chargeait de collecter ce type d'informations. On peut penser ensuite que les tentatives parfois d'intimidation, de menaces, voire même de tentatives de meurtre, peuvent être aussi liées à ces informations. C'est-à-dire, si ça a pu... Déjà, depuis quand? L'enquête devra le dire. Depuis quand ça avait lieu? Est-ce que c'est en lien avec certaines tentatives d'intimidation, tentatives de meurtre, de menaces, d'intimidation? Voilà. Tout ça, l'enquête devra le dire. Mais c'est une espèce de fil de la pelote que la France, que le régime... que la France vient de tirer et qui met en effet en lumière le régime algérien derrière. Justement, alors, selon nos informations, ce qu'on a lu sur Marianne et dans d'autres titres de la presse française, ce que nous avons pu nous-mêmes confirmer d'ailleurs à Algérie, parce qu'on va parler de cette affaire, c'est un adjoint consul qui est cité comme agent traitant de ce fonctionnaire et qui aurait quitté la France, qui a été rapatrié vers l'Algérie. Alors, pourquoi les services secrets français, qui sont quand même connus parmi les plus puissants du monde, ne sont pas intervenus à temps pour aussi l'arrêter? Parce qu'il y a un récit derrière Rachel qui dit que les Français ne sont pas bêtes, ils savaient. Ça dure depuis des années. Pourquoi se réveille maintenant? Est-ce que ce ne serait pas l'effet Retailleau? Est-ce que le fait que Bruno Retailleau soit ministre de l'Intérieur, je rappelle que la DGSI en France, qui est chargée de ces enquêtes-là, le contre-espionnage français relève du ministère de l'Intérieur. C'est une spécificité française. Est-ce que ce n'est pas un effet Retailleau? Est-ce que les services savaient avant, mais personne n'osait le faire parce que, voilà. Attention à la temporalité. Ce n'est pas parce que nous, en tant que journalistes, on met en lumière à ce moment-là que l'enquête n'a que quelques semaines. En réalité, l'enquête, ça fait des mois, voire des années, selon les informations qu'on va avoir et selon l'enquête, parce que ça, c'est une enquête parmi d'autres. Il faut savoir qu'en France, le pouvoir judiciaire est quand même contraint. On ne peut pas arrêter comme ça. C'est des dossiers, vous imaginez, extrêmement sensibles, avec des preuves qui peuvent être difficiles à collecter. Vous ne pouvez pas arriver comme ça dans un consulat ou une ambassade et placer quelqu'un derrière les barreaux. En tout cas, en France, ça ne se fait pas aussi facilement. Et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est sous Retailleau que l'on apprend ce type d'éléments que l'enquête n'est pas plus ancienne, quelque part. Encore une fois, le pouvoir politique, le ministère de l'Intérieur est distinct de la justice comme entité complètement indépendante en France. Absolument. Sauf que les autorités algériennes accusent Bruno Retailleau en permanence. Alors, on entend tout sur la Bruno Retailleau. Nous, on aimerait bien l'interviewer un jour. Si M. Bruno Retailleau nous écoute, on aimerait bien vous recevoir. Non, mais on aimerait bien savoir comment il est, Bruno Retailleau. Vous êtes très bien informé, vous êtes journaliste politique français. Est-ce qu'il est vraiment anti-algérien? Les Algériens pensent qu'il est un raciste, algérophobe, anti-algérien. Est-ce qu'il l'est réellement? Alors, honnêtement, aucun élément, pour connaître en plus certains de ses proches qui travaillent au quotidien avec lui, qui gravitent, aucun élément ne va dans ce sens. Par contre, c'est un homme ferme, qui considère que la réciprocité est de mise. Autrement dit, l'Algérie aujourd'hui bénéficie de certains privilèges de la part d'accords anciens qui peuvent dater de 68, de 62, selon et même plus tard, 2002, des échanges de lettres, etc. Et il estime qu'à ce titre, l'Algérie doit aussi une forme de réciprocité à la France. Et que quand ce n'est pas le cas, il faut durcir le ton. C'est une position qui peut apparaître aussi comme légitime. Mais pour l'avoir souvent entendu là-dessus, c'est quelqu'un qui tient
vraiment, et pas pour une question d'image, à faire la distinction entre régime algérien, le régime politique, et le peuple, la population algérienne, qu'elle soit d'ailleurs au sein des frontières de l'Algérie ou alors, comme on a l'habitude de dire, en diaspora. Alors, justement, donc, selon vous, il n'est pas un algérophobe maladif ou un raciste comme le prétend la presse algérienne, comme le qualifient les autorités algériennes. Est-ce qu'il y a des visées électoralistes, honnêtement, Rachel? Alors, vous qui connaissez la scène politique française, est-ce que, parce que quand même, il faut le reconnaître, c'est que Bruno Retailleau, avant la crise avec l'Algérie, il n'était pas aussi connu. Là, aujourd'hui, il devient le quatrième pratiquement. Moi, j'ai vu les sondages, pratiquement, il est le quatrième. Il est trop proche du podium avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, Édouard Philippe. Est-ce que l'Algérie ne lui a pas permis de rebondir sur la scène politique française et de défendre des ambitions pour les présidentielles de 2027 ? Alors, sûrement, alors je ne sonde pas les âmes. Quels sont exactement ces plans? Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ça reste un homme politique, en effet, qui doit avoir le souci un minimum de sa popularité, etc. Ensuite, attention à ne pas accorder, et j'espère ne blesser personne, une place trop importante à l'Algérie dans la popularité de Bruno Retailleau. En réalité, ça a commencé, enfin, si vous voulez, ça peut se cristalliser là-dessus, mais pas seulement. Il a eu un discours, par exemple, et il continue à avoir un discours très ferme sur l'insécurité, sur les fameuses OQTF, les personnes en situation irrégulière, quelle que soit leur nationalité, qui doivent quitter le territoire, sur un certain nombre, sur l'islamisme en France, etc., sur un certain nombre de sujets. En effet, il y a des indicateurs qui montrent que son discours peut plaire ou que certaines de ses actions, sa défense de la loi Asile et Immigration, lorsqu'il était au Sénat, peut rencontrer un écho favorable au sein d'une partie des Français. Donc, si vous voulez, Bruno Retailleau et l'Algérie, ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus de sa popularité, même si ça doit jouer certainement. Maintenant, quand vous voyez pour le moment les résultats, force est de constater que les dossiers ne sont pas entre ses mains. Ils sont dans les mains de l'Élysée. Je pense là aux accords, par exemple, de 68, vous l'avez souvent évoqué dans d'autres émissions. Ce dossier-là, il n'est ni dans les mains de M. Barrot, le ministre des Affaires étrangères, ni dans les mains de M. Bruno Retailleau, mais vraiment, c'est Emmanuel Macron, c'est l'Élysée qui a ce dossier. Donc, le pouvoir même attribué à Bruno Retailleau dans le traitement de la crise et je pense à relativiser. Alors ensuite, on peut s'en satisfaire ou au contraire le critiquer, mais il faut aussi remettre un petit peu à leur place les différents éléments. Est-ce qu'il y a des divergences entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau? Parce que jusque-là, les autorités algériennes ne critiquent pas Emmanuel Macron. Même dans leur communiqué du 13 avril 2025, quand ils ont annoncé l'expulsion des 12 diplomates, ils ont visé les diplomates qui relevaient du ministère de l'Intérieur français. À aucun moment, Emmanuel Macron n'est attaqué par les autorités algériennes, contrairement à Bruno Retailleau qui subit tout. Alors, les autorités algériennes, nos sources algériennes nous assurent que c'est Bruno Retailleau le problème, qu'il fait cavalier seul, que Macron ne le cautionne pas, etc. Est-ce que c'est possible en France que le ministre de l'Intérieur peut faire cavalier seul et décider tout seul contre l'Algérie, contre un État étranger? Alors, je relativiserai un tout petit peu ce que vous venez de dire quant à l'absence de critique du régime algérien à l'égard d'Emmanuel Macron. Parce que souvenez-vous, dans ce communiqué qui avait suivi l'emprisonnement de Boualem Sansal, la France était qualifiée de régime macronito-sioniste. Dans macronito-sioniste, il y a Macron. Mais vous avez raison, on a vu très vite, même dans la presse soumise au régime algérienne, une espèce de glissement. Tout d'un coup, les tirs n'étaient plus orientés dans la direction d'Emmanuel Macron, mais plutôt de Bruno Retailleau. C'est une manière aussi d'en faire une espèce de bouc émissaire et d'expliquer que les mots viendraient de lui. Alors, non, encore une fois, je le redis, c'est pas vraiment le cas dans la mesure où la politique étrangère est quand même éminemment dans les mains de l'Élysée. Et puis, regardez, la riposte graduée qu'appelait de ses voeux Bruno Retailleau, pour le moment, n'a pas réellement eu lieu. C'est quand même assez léger. D'autres pays auraient réagi de manière beaucoup plus ferme. Je pense par exemple à l'Allemagne, même l'Italie. Donc la France a encore un petit peu de difficulté à accepter un rapport de force. Et pourtant, Bruno Retailleau, lui, il l'appelle de ses voeux en disant finalement c'est la seule solution possible. Donc je ne veux pas relativiser le poids d'un ministre de l'Intérieur, mais en matière de politique étrangère, il est certainement moins fort que ce que le régime algérien veut bien le présenter. Alors, vous dites que la France a du mal encore à accepter un rapport de force. Justement, il y a une thèse algérienne qui circule au sein du régime algérien qui dit que la France, elle est faible, elle est fracturée politiquement.
Emmanuel Macron n'a plus de majorité parlementaire, dans 2 ans, il n'est plus là, que la France, dans l'état actuel, ne peut pas gagner un bras de fer face à l'Algérie, d'autant plus que sans l'Algérie, la France ne peut pas lutter contre la question des migrations clandestines. Que la France, est-ce que c'est pas la France qui est plus dépendante de l'Algérie que l'Algérie ne serait dépendante de la France, honnêtement? Je ne le crois pas, mais pour aller un petit peu dans votre sens, là où je pense que ces gens, cette élite politique, intellectuelle algérienne, n'a pas tout à fait tort, c'est que la France n'utilise pas tous les leviers dont elle dispose. Et elle se place en position de faiblesse. Là-dessus, je leur accorde, tout à fait. Est-ce à dire pour autant que la France aurait moins de leviers d'action que l'Algérie? Pourquoi elle n'utiliserait pas ces leviers alors, Rachid? Alors, ça, c'est une très bonne question, et c'est une question d'ailleurs que bien des Français me posent. En effet, pourquoi elle l'utilise pas? Alors, les leviers, ils sont... je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais on le voit, on le sait très bien sous quelle forme ça pourrait prendre. Par exemple, mettre fin au vol de la compagnie algérienne qui refuse de reprendre les ressortissants algériens sous le coup d'une OQTF. On sait aussi à quel point les hauts dignitaires algériens viennent se faire soigner ou envoient leurs enfants faire leurs études dans les universités françaises. Donc il y a un certain nombre, les visas bien sûr, il y a un certain nombre de leviers qui existent qu'en effet la France peine à actionner. Pourquoi? Je pense pour plusieurs raisons. Déjà parce que, je ne le dis pas dans l'ordre d'importance, pêle-mêle, la France, en tout cas une partie de la France, et quand je dis la France, ce n'est pas tant la population que les élites intellectuelles, médiatiques, politiques, ont du mal à appréhender l'Algérie post-62. En fait, ils ne conjuguent le temps qu'au passé avec l'Algérie. L'Algérie n'est que le fruit, et elle ne se résumerait qu'au fruit finalement de la colonisation. Ce qui est une vision quasiment... un peu néocolonial des choses, c'est-à-dire que la France finalement serait le méchant colonisateur, mais elle reste colonisateur au centre des choses, et l'Algérie ne peut pas grand-chose puisqu'elle a été sous domination française. Et elle refuse de penser, cette élite refuse de penser la France post-62. L'Algérie, pardon, post-62. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie de 62 à aujourd'hui? Pourquoi l'Algérie n'a pas réussi à mettre en place un régime démocratique, n'a pas réussi à faire en sorte justement qu'une élite intellectuelle puisse émerger, une opposition forte, etc. Pourquoi elle n'a pas réussi à faire de sa richesse des atouts forts à l'échelle internationale? Donc ça, c'est une des explications. Et puis, je crois, alors ça, c'est une analyse très personnelle, que la France pêche aussi par ses origines catholiques. Je pense que les pays qui sont d'origine protestante, les pays anglo-saxons par exemple, sont un petit peu moins dans cette repentance. Ils ne se voient pas qu'à travers le prisme comme ça victimaire, mais il y a une forme de pragmatisme parfois très froid et très dur qui fait que c'est l'efficacité de la politique et rien d'autre. La France est encore très attachée à son image, la cultive et a peur finalement d'être le méchant de l'histoire. Pour certains, en tout cas politiques, c'est le cas. Cette impensée s'explique aussi par ses origines profondes catholiques. Il y a une troisième thèse que j'aimerais bien vous soumettre, c'est aussi la présence démographique importante des Algériens sur le territoire français. Il y a une bonne communauté algérienne, et puis comme disait Dominique de Villepin, l'Algérie pour la France, ce n'est pas uniquement une question de relations extérieures, c'est aussi une affaire de politique intérieure. Un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie. Les Franco-Algériens, les Français d'origine algérienne, les Algériens naturalisés français, les migrants clandestins algériens, tout ça, les pieds noirs, les harkis, est-ce que ça ne fait pas tout ça? Est-ce que le fait que l'Algérie soit une question aussi interne en France, ça ne met pas des pressions sur les dirigeants français pour ne pas aller dépasser une certaine ligne dans leur rapport de force avec le régime algérien? C'est une des informations qu'ont sorti nos confrères du Figaro, si je ne me trompe pas, qui était justement dans l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron aurait dit, pour justifier justement cette forme d'immobilisme, oui, mais eu égard à la communauté algérienne de France, il faut faire attention. C'est un mythe que je bats en brèche et qui personnellement me dérange parce qu'il fait quelque part, il est repris aussi par une partie de la droite, avec cette idée finalement qu'il y aurait une forme de 5e colonne en France. Attention, quelle va être la réaction s'il y a une forme de durcissement de la communauté algérienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire la communauté algérienne?
est-ce que c'est vraiment un bloc homogène qui marcherait dans le même sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement, la communauté algérienne, ce n'est pas une pluralité et énormément de différences des Kabyles, des Berbères, des Chaouis, des opposants au régime, des pro-régime. C'est aussi ça qui fait la richesse de l'Algérie. C'est sa diversité. Et cette diversité, si elle existe en Algérie, elle existe aussi en France. Elle existe aussi en France. Et si aujourd'hui, la première nationalité à prendre la mer, au prix parfois de leur vie, en partant de l'Espagne, la mer Méditerranée, de manière irrégulière bien sûr, sur des bateaux de fortune, et rejoindre l'Europe, l'Espagne et ensuite très souvent la France, le reste de l'Europe, la première nationalité, c'est l'Algérie, c'est les Algériens. Loin devant les Marocains, ça dit quelque chose aussi de ce que vivent les Algériens en Algérie. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Justement, il faut pouvoir l'entendre comme vous venez de le dire, mais je reviens sur l'argument de la communauté algérienne. Les politiques français ont vraiment peur de débordements sur le territoire français. Est-ce que vous ne pensez pas que le régime algérien a compris que c'est le talent d'Achille de la France et qu'il l'utilise? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il utilise des réseaux au sein de la communauté algérienne où il essaie d'instrumentaliser la communauté algérienne pour la restructurer, pour en faire une force de frappe au sein même de l'État français? Le talon d'Achille, c'est la crainte de ces politiques. Ce n'est pas les Algériens en France. Ça, il faut vraiment, je tiens vraiment à le répéter, à insister. Les Algériens en France, ou les personnes, ou les Français ayant un lien, parce qu'en fait très souvent c'est des Franco-Algériens ou des personnes, ou des Français ayant un lien, comme vous l'avez très bien dit, avec l'Algérie, mais sans forcément avoir la nationalité, ne représentent pas une espèce de bloc, une menace pour la France. C'est très grave de le penser, déjà, d'une part, parce que c'est faux, et d'autre part parce que ça essentialise les Algériens. Et en plus, ça fragilise toute une part de l'opposition, de l'histoire de la France. La France qui a été une terre refuge. Traditionnellement, c'est une terre refuge pour les opposants de Krim Belkacem, Ahmed Saliha. C'est dans l'histoire française aussi. Ce lien, il est aussi celui-ci. Donc, c'est une question... Et pas que des opposants algériens. Et pas que des opposants, bien sûr. Tous les Africains d'Amérique latine, Européens eux-mêmes. Bien entendu. Ensuite, je ne fais pas fi, je n'oublie pas, j'ai écrit là-dessus, ça serait une forme de schizophrénie de ma part, en effet, ce que le régime peut faire au sein même des frontières françaises. C'est une réalité. C'est une réalité, il essaye, en tout cas, est-ce qu'il réussit, c'est autre chose, mais sa volonté de poursuivre au-delà des frontières toute forme d'opposition au régime, elle existe bel et bien. Alors justement, si le régime algérien n'était pas conscient que la France était faible, était fracturée, etc., comment il aurait pu se permettre de telles opérations? Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une histoire de l'espionnage algérien en France, mais ça ne c'était pas un espionnage aussi brutal. C'était de l'espionnage. Là, vous parlez d'enlèvement, vous parlez de menaces, et vous parlez de tentatives de meurtre. On parle d'élus. Il y a eu des élus franco-algériens qui affirment avoir subi du chantage, des pressions, etc. Et pas que des opposants, il y a même des personnalités françaises. Vous-même, j'ai vu que vous êtes plein sur les réseaux sociaux d'être très insulté, parce que vous écrivez sur l'Algérie, d'être menacé, etc. Donc d'où vient cette brutalité soudaine où on a l'impression que le régime algérien se sent fort en France? Honnêtement, pourquoi le régime algérien, ça peut choquer cette question, est-ce qu'il n'est pas en terrain conquis en France? Alors, je vais vous retourner la question. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une preuve de faiblesse? Quand on arrive à mener de telles opérations, ou en tout cas à les tenter, est-ce que ce n'est pas le révélateur aussi d'un sentiment de faiblesse que peut avoir le régime algérien qui a peur finalement d'un nouveau mouvement de protestation à la suite du Irak, si on ne remonte que jusque-là, du mouvement « je ne suis pas satisfait d'eux, je ne suis pas content d'eux », de toutes ces tentatives de faire émerger un mouvement pro-démocratique. Et bien sûr, et encore une fois, l'Irak est encore, le mouvement du Irak est encore une espèce de fantôme qui plane au-dessus des dirigeants algériens qui en ont extrêmement peur. Parce qu'il est énormément mobilisé. Et donc, pour éviter d'être en position, en effet, de fragilité, il redouble d'efforts. Et en effet, il y a une accélération. Mais là où je vais dans votre sens, c'est qu'en effet, tout ça est aussi possible parce qu'il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures en France. Il y a, vous l'avez dit, toutes ces personnes qui ont un lien avec l'Algérie
en étant pro-régime, ou en tout cas en se faisant payer pour des intérêts, alors mercantiles, politiques, etc. Ça les regards et les enquêtes judiciaires le diront. Mais il y a aussi des relais politiques, il faut le dire, des relais politiques en France du régime algérien, des relais médiatiques, ça existe aussi. On se rend compte en tout cas qu'il y a une gêne et qu'il y a une difficulté à appréhender de manière sereine la relation entre la France et l'Algérie. Vous avez dit tout à l'heure que la France n'a pas encore utilisé tous ses leviers contre le régime algérien. Est-ce qu'elle pourrait les utiliser prochainement? Vu que l'ambassadeur de France n'est pas retourné à Alger et qu'il n'a pas été autorisé, selon nos informations, à retourner à Alger par le président Emmanuel Macron, qui aurait changé de position, il ne veut plus que l'ambassadeur rentre tant qu'il n'y a pas des messages d'apaisement de la part des autorités algériennes. Là, les affaires de l'opposant, de l'espionnage et les affaires de l'enlèvement, de l'agression des opposants, c'est des affaires qui ont été judiciarisées, donc ça peut partir très loin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la rupture est plus que jamais proche entre les deux pays et que la France, est-ce qu'elle serait capable d'utiliser à un moment donné les leviers qu'elle n'a pas encore été utilisés? Alors, la rupture totale, je n'y crois pas un instant. C'est un petit peu comme un couple. Il y a un homme, une femme qui veulent divorcer, mais quand il y a des enfants au milieu, les enfants, c'est par exemple la communauté, ce qu'on appelle la communauté algérienne de France, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas rompre, en fait, totalement. Vous pouvez pas, les liens sont là. Les liens sont là, qu'on le veuille ou non. Ensuite, politiquement, la question peut se poser. Je ne pense pas, à l'heure où l'on se parle, que le gouvernement français soit dans cette optique-là. Bruno Retailleau, je pense que lui demande en effet beaucoup plus de fermeté. Mais Jean-Noël Barrot, ce n'est pas le cas. Et Emmanuel Macron est dans une espèce de en même temps qu'il continue d'entretenir. Regardez M. Hafiz, qui continue d'être invité et dont les rapports continuent d'exister et de se développer entre le gouvernement français et lui-même. Alors même qu'il est une espèce d'ambassadeur tacite aujourd'hui. Bruno Retailleau était récemment à la Grande Mosquée de Paris, alors qu'il a toujours refusé d'aller là-bas. Et selon nos informations, il y a eu des discussions, une approche pour trouver des solutions avec l'Algérie. Est-ce que vous pouvez confirmer ces informations? Parce qu'il y a eu écho de ces informations. En effet, et j'ajouterais qu'il a été aussi, mais ça vous l'avez vu, M. Hafiz a été invité par Emmanuel Macron à se rendre à la cérémonie lors du décès, l'hommage au pape François. Donc ces liens existent encore. Est-ce qu'il serait prêt à un moment utiliser le levier? C'est une très bonne question. Nombre des Français se la posent, d'autant qu'à un moment, elle avait été posée sur la table, la fameuse réponse graduée. On verra, s'il n'y a pas de gestes qui sont faits, la France, en effet, prendra les mesures nécessaires. Pour le moment, elle a pris très peu de mesures. En tout cas, les mesures sont assez faibles. D'une part, je pense, parce qu'en fait, il y a Boualem Sansal, qui est une véritable question aujourd'hui en France. Et la France ne peut pas se permettre de perdre, entre guillemets, Boualem Sansal, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse mourir en prison serait plus qu'une faute, elle viendrait complètement entacher le mandat d'Emmanuel Macron. Et puis je pense que plus largement, la France ne sait pas faire. Elle a du mal avec le rapport de force pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Elle a beaucoup de mal et encore une fois, les dossiers pour le moment sont entre les mains d'Emmanuel Macron, dans les mains sur le bureau de l'Élysée. Est-ce qu'il voudra ou pas les actionner? À un moment, la question elle va vraiment se poser parce que quand il y aura de nouveau des personnes aux OQTF qui peut-être pour certaines seront de nationalité algérienne, responsables de certains délits ou de certains crimes, et qu'on expliquera on n'a pas pu le renvoyer parce que, vous voyez, l'Algérie a refusé de le reprendre alors même qu'il avait ses documents d'identité, ou parce qu'elle a refusé de nous délivrer le laissez-passer consulaire. Vous voyez bien qu'en France, ça va être très difficile pour la population de l'entendre. Ça va être très difficile à l'heure où on accueille nombre d'Algériens pour se faire soigner, avec une dette hospitalière qui n'est pas réglée par l'Algérie, contrairement à ses engagements. À un moment, le récit va être compliqué à faire passer, à construire et à donner, à administrer à la population française. Et population française dans son ensemble. Je mets aussi les Franco-Algériens. Alors, pour revenir sur le cas de Boualem Sansal, Rachel, en Algérie, les Algériennes et les Algériennes ne comprennent pas pourquoi l'État français se mobilise tout entier pour Boualem Sansal, qui a été naturalisé que récemment français. Et même ici, certains Français, certains Franco-Algériens que je croise, ils ne comprennent pas. Ils disent pourquoi on fait autant de bruit
pour Boualem Sansal, alors qu'il est français que depuis peu. Il y a d'autres Français qui sont prisonniers à l'étranger, on n'en parle pas assez, etc. Pourquoi autant? Est-ce que vous pouvez vous expliquer, une fois pour toutes, avec un peu de pédagogie qui est la vôtre, pourquoi Boualem Sansal est devenu une affaire d'État en France et une affaire de principe? En première chose, j'aimerais vous répondre par une question, ce qui n'est pas une manière d'éluder votre interrogation, loin de là. Je poserai la question à ces personnes qui s'interrogent. Est-ce que c'est une question légitime qu'ils se posent réellement, ou est-ce qu'eux-mêmes peuvent justifier l'incarcération de Boualem Sansal? Est-ce que quelque part, ils estiment que c'est... Il y en a beaucoup qui la justifient, il faut dire, Rachel, la vérité. Je le dis la vérité, moi je parle avec énormément d'Algériennes et d'Algériens qui justifient l'incarcération de Boualem Sansal. Il faut être honnête, je suis tout à fait honnête. Moi-même, je me dispute avec beaucoup de mes compatriotes qui disent non, il mérite d'aller en prison parce qu'il est parti loin, etc. Il a touché à l'unité nationale, etc. Et qui sont d'accord avec le régime. Mais que la France en fait une affaire de principe et l'un des préalables pour la normalisation des relations avec un autre État qui est l'Algérie. Est-ce que cela est normal et comment se fait-il? Voilà. Je vais commencer par vous répondre avec une histoire française. Elle sera courte. On est au moment justement de l'indépendance de l'Algérie. Et Sartre, l'écrivain Jean-Paul Sartre, milite pour l'indépendance de l'Algérie. Des voix s'élèvent en France pour demander son emprisonnement, justement parce sa position serait contraire aux intérêts de la France. Et De Gaulle a cette phrase, en parlant de Sartre, on n'emprisonne pas Voltaire. On n'emprisonne pas Voltaire. Autrement dit, on ne met pas un écrivain intellectuel derrière les barreaux au motif qu'il ne pense pas comme on aimerait qu'il pense. Ça, c'est aussi la tradition de la France. On n'emprisonne pas un écrivain. Et c'est la force, je pense, de la France. C'est ce qui fait aussi qu'elle est une terre refuge pour de nombreux opposants, comme vous l'avez dit, pas seulement algériens, mais iraniens, afghans, etc. Ça, il faut l'avoir à l'esprit pour comprendre pourquoi, symboliquement, la place accordée à Boualem Sansal est celle-ci. Ensuite, on parle d'un homme de 80 ans. Forcément, ça touche, qui est malade, qui est atteint d'un cancer. Alors, sur l'âge, officiellement, il a 75 ans. Pourquoi on dit toujours qu'il a 80 ans? Parce qu'il a été... Ça, les Algériens se posent beaucoup la question. Même moi, je me suis posé la question. Alors, je vais vous le dire parce qu'en fait, c'est une espèce de coquetterie. On dit qu'il ne faut pas révéler l'âge d'une femme. Je vais le faire pour Boualem Sansal, il me le pardonnera. Il a été déclaré, comme beaucoup d'Algériens, ou comme beaucoup il a été déclaré à l'âge de 5 ans, en fait, à l'état civil. C'est pour ça que sur ses papiers, il a 75 ans, mais en fait, il a 80 ans. Mais à la limite, est-ce que 75 ans ou 80 ans, ça fait une grosse différence? Peut-être pour ceux qui, en effet, militent pour son incarcération. Donc ça compte également. Et puis, en effet, il est devenu, je pense, le symbole d'une accélération de la répression du régime. Alors même qu'il a la nationalité française. On nous dit « Ah oui, mais pas depuis longtemps ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? En France, vous êtes français, on n'est pas en train... Enfin, seule une certaine frange de l'extrême droite regarde jusqu'à quand vous êtes français, est-ce que vous êtes vraiment français, votre arrière-grand-père. En France, on a cet universalisme-là, cet attachement à l'universalité. À partir du moment où vous avez votre nationalité française, c'est presque rétroactif, si je puis dire. Tout ça fait que, et puis la mobilisation a été aussi forte, a fait en effet, puisque la France est très attachée à la liberté d'expression, que c'était quelque chose d'inacceptable. On ne met pas quelqu'un derrière les barreaux sous prétexte qu'il ait une opinion différente, dans le pays de Voltaire. Alors justement, Rachel, autre question que moi-même je me suis posée, mais que beaucoup d'Algériens se posent, il y a beaucoup de détenus politiques en Algérie. Il y a même eu des franco-algériens qui ont été emprisonnés avant même Boualem Sansal. Mais on a l'impression que la presse française, que la France se redécouvre la nécessité de défendre les droits de l'homme en Algérie qu'à travers l'affaire Boualem Sansal. Est-ce qu'il n'y a pas une indignation ou une intervention à géométrie variable? Alors, honnêtement. Je vais défendre mon titre, si vous me le permettez. On publie justement, je crois que l'article a été publié hier, si je ne vous dis pas de bêtises, sur le site de Marianne, oui, c'était hier, un article justement d'un journaliste algérien qui évoque justement les autres cas. Les autres cas, comment finalement Boualem Sansal est l'arbre qui cache la forêt des détenus d'opinion. Et moi, à plusieurs reprises dans les médias, alors peut-être que je suis trop seule et je peux l'entendre parfaitement, ou peut-être que je ne le fais pas assez, mais j'ai raconté des histoires qui me semblaient extrêmement importantes. Par exemple, cette
influenceuse algérienne qui a été condamnée à 5 ans de prison en Algérie parce qu'elle avait dansé en fait sur ses réseaux sociaux et elle s'était filmée pendant le ramadan. Et si je ne m'abuse, elle s'est même évanouie lors du verdict. J'ai raconté aussi cet avocat algérien qui, sur une grande chaîne de télévision, a promu la dénonciation de ceux qui ne pratiquaient pas le ramadan, de ceux qui mangeaient en période de ramadan, appelant à la dénonciation. Tout ça, moi, je l'ai raconté dans des médias français. Et c'est extrêmement important, parce que finalement, Boualem Sansal nous dit quelque chose de l'Algérie et qu'il faut entendre. Ensuite, sur un traitement qui serait à géométrie variable, je vais vous donner des éléments qui ne sont pas des justifications, mais des éléments d'explication. De manière générale, en France, on a cette difficulté, sûrement peut-être trop repliée sur nous-mêmes, à avoir un intérêt peut-être trop peu développé à l'égard des sujets internationaux. Ce n'est pas propre à l'Algérie, c'est vraiment général. Les sujets internationaux intéressent plus difficilement les Français. Ensuite, le fait qu'en France, les journalistes français et notamment lorsqu'ils sont indépendants, et toutes les peines du monde, s'ils ne sont pas soumis au régime algérien, à se rendre en Algérie, c'est aussi, ça rend difficile le traitement de l'information, ce qui se passe en Algérie. Et puis, pour le reste, c'est ce que je vous disais, c'est cette difficulté à penser l'Algérie autrement que comme un ancien peuple colonisé sous domination. Penser l'Algérie post-62, se demander ce qu'est devenu l'Algérie depuis son indépendance. Et il y a une difficulté parmi les sphères qui réfléchissent en France, ou en tout cas qui publient, qui médiatisent ce sujet. Est-ce qu'il y a une forme d'Algéria bashing, comme le disent certains Algériens, ou comme certains politiques, même français, ou certains amis de l'Algérie, disent qu'on casse de l'Algérie, en permanence aujourd'hui en France, pour des raisons politiques, etc. Est-ce que la presse française, elle est vraiment pas objective sur l'Algérie? Est-ce qu'elle pourrait aussi, quelquefois, dire de belles choses et de bonnes choses sur l'Algérie? De toute façon, ce reproche, vous le faites moi aussi, donc c'est pour ça que je vous posais la question. Et vous leur répondez quoi? Ça pourrait m'aider. Moi, je de quoi leur répondre. Je dis, voilà, je suis algérien, je veux vous démocratiser mon pays, je suis condamné à mort. Sinon, j'aurais aimé être dans mon pays, faire ce plateau avec vous. J'aurais aimé être avec Alger avec vous. Mais qu'est-ce que vous auriez à répondre à ces gens-là qui me reprochent souvent à la presse et aux journalistes français d'être trop négatifs avec l'Algérie, contrairement à d'autres pays, notamment, et à chaque fois qu'on se le reproche, le Maroc. Pourquoi on dit le Maroc c'est beau et l'Algérie c'est toujours méchant? Est-ce que c'est vrai ça? Alors déjà, j'aime à croire que ceux qui pourraient formuler ce reproche, et je vais y répondre, ne sont pas ceux qui nous disent finalement en France, dans les médias, vous ne traitez pas assez la question des détenus politiques. Parce que ça serait un peu antinomique. Mais soit... j'aime à croire aussi que je m'adresse à des gens lucides qui ne mettent pas de l'orgueil là où il ne devrait pas y en avoir. Parce que la lucidité, c'est aussi pouvoir être critique de son propre pays. Les Français sont très bons pour ça, on est connus pour ne jamais être contents et être un peuple très politique, très exigeant. Je pense que les Algériens ont le droit d'être aussi exigeants avec les dieux que le sont les Français également de leur côté. Ils ont le droit de vouloir plus de démocratie et d'avoir un esprit critique aiguisé lorsqu'il s'agit de juger de leur politique, de leur élite intellectuelle, médiatique, culturelle, etc. Ensuite, si ce sentiment était tout à fait exact et se matérialisait, on se rend bien compte que le nombre de visas demandés serait forcément en baisse. Que la première nationalité à arriver, comme je vous le disais, sur les côtes européennes en fuyant par la Méditerranée, ça ne serait pas finalement les Algériens. Pourquoi vouloir gagner un pays qui serait justement une espèce détestable, qui les détesterait, qui en ferait d'eux justement le bouc émissaire. Donc, je pense qu'aussi il faut regarder ces facteurs objectifs. Toujours est-il, bien sûr, que la relation n'est pas aussi apaisée entre la France et l'Algérie qu'elle l'est entre le Maroc et la France. Mais est-ce que c'est un problème simplement franco-algérien? J'observe que sur la scène internationale, l'Algérie, et quand je dis l'Algérie, c'est le régime, bien sûr, a fait des choix qui tendent à l'isoler sur la scène internationale. Elle a eu quand même beaucoup de difficultés à entretenir de bons rapports avec les pays subsahariens, les BRICS, avec le Maroc, n'en parlons pas. Les monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe.
Israël, je le mets de côté. Tout ça montre qu'il y a une difficulté à aussi avoir une représentativité sur la scène internationale crédible. Lorsqu'elle fait le choix de la Russie plutôt que de l'Ukraine, elle fait aussi un choix qui peut-être lui a coûté. Lorsqu'elle se tourne vers la Chine, c'est aussi difficile. Donc, ce n'est pas simplement, il me semble, un problème franco-algérien. C'est aussi la place que veut avoir ou qu'a l'Algérie sur la scène internationale. Alors, pour finir, parce que franchement, on aimerait bien vous garder longtemps, mais bon, malheureusement, tout un début, tout un débat. Enfin, j'espère que ce ne sera pas là. Vous êtes en tout cas la bienvenue, cordialement invité pour un prochain débat. Mais si en 2027, Emmanuel Macron est appelé à partir, il faut savoir qu'on ne peut pas faire un troisième mandat. Et si le prochain président est issu d'un courant comme de l'extrême droite, par exemple, ou de la droite dure, est-ce que ce sera possible que les relations franco-algériennes basculent encore une fois dans une nouvelle dimension? Est-ce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir pourrait vraiment provoquer un nouveau cauchemar dans les relations avec l'Algérie et pourrait éloigner encore davantage l'Algérie de la France et la France de l'Algérie? Est-ce que ce scénario est possible? Est-ce que vous le prévoyez? Est-ce que vous le craignez ou vous le prévoyez? Est-ce que vous le pensez, tout simplement? C'est une très bonne question. Alors, je ferai la distinction entre deux choses. Une nouvelle dimension, c'est fort probable. Un cauchemar, j'en suis pas certaine. Regardez Mélanie. Mélanie qui est estampillée d'extrême droite sur l'échiquier politique, ou en tout cas à droite de la droite, ou droite dure, pour reprendre votre terminologie qui est certainement la bonne. Les relations entre l'Algérie et l'Italie sont plutôt bonnes en réalité. Mais l'Italie, il n'y a pas 5 millions d'Algériens en Italie, et ce n'est pas le même regard sur l'histoire de la colonisation. Tout à fait. L'Italie n'a pas colonisé l'Algérie, peut-être. Tout à fait. Mais vous remarquerez que la France peut avoir des relations apaisées avec des pays avec lesquels l'histoire a été très compliquée. Elle aurait 2-3 raisons d'en vouloir aux Allemands. Les relations sont plutôt bonnes. Le Vietnam aurait aussi une raison de détester les Français, c'est pas le cas. Donc en réalité, et on voit que des pays qui durcissent leur politique migratoire, n'ont pas eu forcément justement de tradition de colonisation. L'Autriche, par exemple. Il est sûr que si c'est, comme vous le dites, un régime de droite dure qui s'instaurerait, alors à prendre avec des pincettes parce que celui qui peut aujourd'hui prédire le résultat des élections de 2027, ça serait un régime peut-être plus sévère. Mais ce serait peut-être l'occasion de mettre certains sujets sur la table, de les poser et d'avoir justement une espèce de discussion d'égal à égal. De ne plus être dans cette forme de repentance qui entretient, post-coloniale, qui entretient l'Algérie dans une position quelque part presque de faiblesse, puisqu'elle serait l'éternelle victime et la France l'éternel oppresseur, et de discuter d'égal à égal en faisant fi justement de cette tentation justement de ressasser l'histoire. Et qu'est-ce qui en sortirait ? Toujours est-il, vous l'avez dit, qu'il ne faudra pas oublier, il ne faudra pas que ce régime oublie que, eh bien, en France, il y a énormément de personnes qui ont un lien avec l'Algérie. Et ça, il faut pouvoir aussi l'admettre, qu'il y a une histoire qui est celle-ci, une histoire aussi qui fait la richesse des deux pays, des deux côtés de la Méditerranée, et qui a à prendre en compte. Les Franco-Algériens sont des Français comme les autres. C'est aussi à ce titre qu'on reconnaît la nationalité française de Boualem Sansal. À partir du moment où on a les deux nationalités, on est aussi français. La France reconnaît la double nationalité, ce que ne fait pas l'Algérie. Et donc, les Franco-Algériens sont aussi les enfants de la France. Ils peuvent être, bien sûr, ils ont des liens avec l'Algérie. L'Algérie reconnaît la double nationalité, mais elle ne lui donne pas autant de valeur, on va dire, que la France. Les binationaux en Algérie sont reconnus. En tout cas, ils sont largement reconnus, ils sont davantage reconnus dans le football que dans la politique. Malheureusement, quand on est un joueur de football binational, on ne peut pas devenir ministre, par exemple, en Algérie quand on est binational. Mais on peut être un joueur de football. Et Boualem Sansal, par contre, n'a pas pu avoir il n'a pas eu cette reconnaissance. Ouais. Exactement, au service consulaire français. Il n'a pas pu avoir la visite. Alors justement, une dernière question sur Boualem Sansal. Si Boualem Sansal n'est pas libérable, n'a pas été libéré ou n'est pas libérable, est-ce que les relations pourraient se normaliser? Est-ce que la France pourrait abandonner Boualem Sansal? Et surtout, une question vraiment, le régime algérien, les sources algériennes ne s'en cachent pas. Les autorités algériennes ont proposé un marché à la France. On vous donne Boualem Sansal, vous nous donnez certains opposants. Est-ce que la France pourrait tomber dans ce deal-là, dans ce piège-là Est-ce que pourrait accepter ce deal-là? Pour ne pas être objectif, pour ne pas être subjectif. Comme vous l'avez bien dit, c'est aussi un sujet de politique interne-intérieure. Et il serait, je pense, très difficile pour les Français d'accepter finalement la condition d'otage. Parce qu'à partir du moment où vous voulez changer, c'est que vous en faites un otage. Absolument. Et ça serait peut-être très difficile à faire passer. Maintenant, on sait à quel point le régime algérien lui-même est divisé
entre différents courants, différentes factions qui sont soit pour une libération, soit au contraire pour garder Boualem Sansal. Et Boualem Sansal devient une équation très difficile à résoudre. Dès lors que la France ne veut pas entamer de rapport de force et cherche à tout prix la diplomatie, mais que de l'autre côté, la main tendue n'est pas saisie, vous vous rendez compte à quel point Boualem Sansal reste une espèce de prisonnier politique très difficile à faire libérer. Rachel Binas, merci beaucoup d'avoir participé à notre débat. J'espère vous revoir bientôt. Avec merci plaisir. pour votre franc-parler. Bon courage pour votre travail. Merci. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci à vous. Comme ça, c'était le débat de la semaine. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé. Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à commenter. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes. Et j'espère toujours dans le respect, s'il vous plaît. Éloignez-vous du sensationnalisme. Éloignez-vous de la violence. Ça élimine votre lucidité. Comme ça, prenez soin de vous. À la prochaine.